Bonjour à toutes et à tous, vidéo ô combien importante aujourd'hui puisqu'on aborde une des notions, même probablement à mes yeux la notion la plus importante de l'année, le réactif limitant. Alors donc les scientifiques surtout travaillent, il faut vraiment que cette vidéo vous la compreniez parfaitement, voilà, on a ça, normalement il y a des manips à faire, j'essaierai de vous en filmer pour vous montrer, mais cette notion doit être comprise, même si vous allez revenir dessus en première et en terminale, mais bref, là vraiment c'est central. Allez, on démarre. Alors, on va donc parler de transformation chimique. Que se passe-t-il pendant une transformation chimique? Pour ça, on a besoin de revenir sur la fameuse équation de réaction. Je vais prendre l'exemple du gaz, le méthane, qu'on va faire brûler. Donc on appelle ça la combustion du méthane. Pour ça, on sait donc qu'il faut mettre en contact du méthane et du dioxygène, et que si on apporte la chaleur nécessaire, genre une flamme quelconque, une transformation chimique va se démarrer, et ce méthane et ce dioxygène vont progressivement se transformer en dioxyde de carbone et en eau. D'accord? Alors quand je dis transformer, j'insiste, ce sont juste les atomes de ces molécules qui vont se séparer et se recombiner pour former de nouvelles molécules. Il n'y a pas de transformation comme ça magique. Mais bon, bref, voilà. Alors donc, il se trouve que en fait, quand on étudie cette transformation, on se rend compte que c'est pas une molécule de méthane qui réagit avec une molécule de dioxygène pour donner une molécule de dioxyde de carbone et une molécule d'eau. En réalité, vous avez deux molécules de dioxygène qui sont nécessaires pour réagir avec une molécule de méthane. Ça va former une molécule de dioxyde de carbone et deux molécules d'eau. Je le dis souvent en ce moment avec les quatrièmes, je fais un peu les équations de réaction aussi. La première ligne, là, le méthane plus dioxygène donne dioxyde de carbone plus eau. Voyez les transformations chimiques comme une recette de cuisine. Ben là, on vous donne la liste des ingrédients, mais vous n'avez pas les proportions. L'équation qui est en dessous vous donne et les ingrédients et la proportion. C'est-à-dire que là, il faut deux molécules de dioxygène pour réagir avec une molécule de méthane. Ça veut aussi dire que si jamais vous prenez une molécule de méthane et que vous la mettez en contact avec une seule molécule de dioxygène, il ne se passe rien. Donc là, je vous montre en dessous les molécules correspondantes. Et donc, je voulais attirer votre attention là, c'est que si vous comptez le nombre d'atomes côté réactif, donc les espèces qui vont réagir, vous trouvez un atome de carbone ici en noir, 4 atomes d'hydrogène ce sont les blancs et 4 atomes d'oxygène sont les rouges. Et quand on compte côté produit, on voit qu'on a exactement le même nombre d'atomes de chaque type. Donc pendant une transformation chimique, les molécules changent, mais les atomes sont conservés. On voit bien qu'effectivement, vous avez cette molécule de méthane qui va exploser, entre guillemets, les hydrogènes vont partir, et vous avez en fait ces deux atomes d'oxygène qui vont se séparer et qui vont s'installer de part et d'autre du carbone. Vous allez trouver le CO2. Les hydrogènes vont venir s'accrocher à l'autre oxygène pour former l'eau. Bon bref, ça c'est pour la parenthèse. Alors, on va maintenant se pencher sur le déroulement de la réaction plus en détail. Ça, à partir de maintenant, c'est vraiment nouveau et c'est des choses que vous allez devoir faire régulièrement. Pour comprendre ce qui se passe au cours d'une transformation chimique, vous allez devoir rédiger ce qu'on appelle un tableau d'avancement. Ce tableau d'avancement, en fait, va décrire l'évolution de la réaction chimique pour voir comment elle va quand surtout elle va se terminer et qu'est-ce qu'on aura à la fin. Donc là, je vous donne un exemple de la transformation chimique là, où en fait, au début, quand vous mélangez, vous allez avoir en fait au début 10 molécules de méthane, 10 molécules de dioxygène, 10 molécules de dioxyde de carbone, 10 molécules d'eau ensemble. Donc là, la question c'est, que se passe-t-il si la réaction a lieu une fois? Eh bien, si la réaction a lieu une fois, vous allez avoir les 10 molécules de méthane. Là, il y en a une qui va réagir. C'est ce que dit l'équation en haut. Là, une molécule va réagir, donc il n'en restera plus que 9. Et là ensuite, il faut, pour une molécule de méthane qui réagit, il en faut 2 de dioxygène. Donc il y en avait 10 au début, donc 10 moins une fois, puisqu'il y a une seule réaction qui a eu lieu, fois 2, puisque pour chaque réaction, il faut 2 molécules d'oxygène qui réagissent, il en restera donc plus que 8. Vous aviez 10 molécules de CO2 au début, là il y en a une qui va être formée, donc vous allez en avoir 11. Et pour ce qui est des molécules d'eau, pour chaque réaction, vous en avez 2 qui apparaissent, donc 10 plus 2, ça fait 12. Donc à l'issue d'une réaction, vous n'avez plus que 9 méthane, 8 dioxygène, 11 dioxyde de carbone et 12 molécules d'eau. Donc que se passe-t-il au bout de 2 réactions? On va repartir de l'état initial. Pour la molécule de méthane, s'il y a eu des réactions, ça fait 10 moins 2. Donc il en reste 8. Pour ce qui est du dioxygène, on est à 10 moins 2 réactions fois 2 molécules qui réagissent à chaque réaction, donc il ne reste plus que 6. Pour le CO2, vous en aviez 10 au début, vous en avez une qui est formée à chaque fois, donc il va en avoir 12 maintenant. Et pour l'eau, vous en avez 10 plus 4, 14. J'espère que là, ça va. Ok. Alors, on va généraliser ça du coup. On repart, cette fois-ci, l'état initial, 10 molécules de chaque. On va parler d'avancement. L'avancement X, c'est le nombre de fois où la réaction a eu lieu.
Donc ça veut dire que pour un avancement x, cela signifie qu'il y a eu x réactions. Eh bien ça veut dire qu'il va rester 10 moins x molécules de méthane, 10 moins 2 fois x molécules d'oxygène, 10 plus x molécules de CO2 et 10 plus 2 fois x molécules d'eau. Ok? Et ce qu'on va appeler l'état maximal, c'est la dernière fois que la réaction peut avoir lieu avant que la réaction soit stoppée. Parce qu'il y a un des réactifs qui disparaît. Eh bien on appelle ça x max, hein. Eh bien, en fait, grosso modo, vous avez juste à recopier la ligne du dessus, sauf qu'à la place des x, c'est x max. D'accord? Donc, maintenant, il va falloir déterminer la composition du mélange à la fin, lorsque la réaction est terminée. Pour ça, il faut déterminer la valeur de ce x max. Quand la réaction se termine-t-elle? Parce que l'un des deux réactifs a été complètement consommé. Le problème étant qu'on ne sait pas, là tout de suite maintenant, quel réactif a été complètement consommé. Eh bien, on va faire deux hypothèses. La première est si le méthane, donc CH4, est le réactif limitant. Eh bien, cela signifie que 10 moins x max, là, ici, est égal à 0. Il n'y a plus de molécules de méthane. Donc, ça veut dire que x max est égal à 10. La réaction a pu avoir lieu 10 fois. Mais si le dioxygène était le réactif limitant, eh bien, dans ce cas-là, ce 10 moins 2x max, là, il est égal à 0. Et dans ce cas-là, si on fait le calcul, x max est égal à 10 divisé par 2 est égal à 5. Donc, c'est-à-dire que si le dioxygène est le réactif limitant, la réaction peut avoir lieu 5 fois. Si le méthane est le réactif limitant, la réaction peut avoir lieu 10 fois. C'est dans le cas du dioxygène que le Xmax est le plus petit, hein, ça veut dire qu'à cause du dioxygène, la réaction ne peut avoir lieu que 5 fois. Donc, c'est le dioxygène, le réactif limitant, c'est lui qui va mettre un terme à la réaction chimique. Maintenant qu'on sait que Xmax est égal à 5 à cause du dioxygène, hein, on peut remplacer dans le tableau et trouver que pour ce qui est du méthane, eh bien on a 10 moins 5 qui est égal à 5, il reste 5 molécules de méthane à la fin. Pour ce qui est du dioxygène, bon, ben, si on fait le calcul, effectivement on trouve 0, c'est bel et bien lui qui a disparu. Pour le CO2, on trouve que maintenant il y a 15 molécules et pour l'eau il y en a 20. Vous avez maintenant la composition de votre mélange à la fin de la réaction chimique à la molécule près. J'insiste là-dessus, hein, vous savez à la molécule près ce qu'il y a à la fin. Alors évidemment maintenant, nos exercices à nous, dans la vie de tous les jours, on ne va pas parler en nombre de molécules. Rappelez-vous de ces exercices qu'on avait fait en début d'année, hein, quand on avait calculé le nombre de molécules qu'il y avait dans le basilic par exemple. On est tout de suite avec des nombres qui sont gigantesques. C'est pourquoi, afin d'éviter d'avoir à manipuler des produits pour éviter d'avoir à manipuler des nombres trop importants, on a créé cette unité que vous avez vue il y a quelques temps, hein, la mol, la quantité de matière. Donc, ces tableaux vont être remplis avec des quantités de matière. Alors, avant donc les termes à connaître, le réactif limitant, c'est donc le réactif dont la disparition va mettre un terme à la réaction chimique. J'ai oublié un mot, hein, là, réactif dont la disparition va mettre un terme à la réaction chimique. Le réactif en excès, c'est les réactifs qui n'ont pas complètement disparu à l'issue de la réaction chimique. Okay, ce qu'on appelle les espèces spectatrices, ce sont toutes les espèces chimiques qui sont présentes dans le mélange mais qui ne participent pas à la transformation chimique. Leur quantité ne va donc pas changer pendant cette transformation. Et enfin, les proportions stoichiométriques. Hein, ces proportions, hein, on dit qu'une réaction a été faite dans les proportions stoichiométriques lorsque les quantités de réactifs ont été choisies de sorte qu'à la fin de la réaction, tous les réactifs ont disparu. Ce sont aussi des conditions pour éviter un gaspillage, hein, quand par exemple dans des usines chimiques pour fabriquer de la lessive, on va calculer pile poil les quantités qu'il y a à apporter pour faire en sorte qu'à la fin, il n'y ait plus aucun réactif, on n'a rien gaspillé. Et surtout, à la fin, notre produit est pur. On n'a pas besoin de se prendre la tête à chouette, on a de la lessive, mais il nous reste de la soude. Comment on se débarrasse de la soude? C'est compliqué, c'est coûteux, on va avoir des pertes, donc ça sert à rien. Autant apporter les réactifs pile poil dans les bonnes proportions pour que tout disparaisse. Donc on appelle ça les proportions stoichiométriques. Bon courage pour l'écrire correctement sans faute. Alors, on va faire une application à un cas concret. Hein. Je reprends le méthane qui réagit cette fois-ci avec du dichlore, hein, pour donner de l'acide chlorhydrique et juste du carbone. Sauf que cette fois-ci, pour ce qui est des quantités, hein, je me rapproche de plus près de ce que vous allez faire en classe et en vrai. Hein. C'est-à-dire qu'en général, les produits, il n'y en a pas au début. Et donc, vous avez des quantités de matière en mol. Alors, rappelez-vous, hein, une mol, ça correspond à 6,02 fois 10 puissance 23 espèces chimiques. Donc, c'est-à-dire que là, si vous vouliez traduire ça en nombre de molécules, hein, il faudrait faire ici 2,4 fois 10 puissance 4 fois 6,02 fois 10 puissance 23, et vous saurez effectivement combien de molécules étaient présentes au début. Bon, bref, vous parlez en mol. Honnêtement, au bout d'un moment en chimie, le nombre de molécules réellement présentes n'est pas très important. Hein. On a surtout besoin d'un nombre à manipuler. Eh bien,
Maintenant que vous avez ce tableau, j'aimerais pour le coup que vous le remplissiez de vous-même, c'est-à-dire sans déterminer forcément la fin, hein, mais déjà me remplir les deux lignes avec les x et les x max, hein. Donc je vous invite à faire pause sur cette vidéo. Je suis à peu près sûr qu'il y en a, allez, j'espère, un qui va le faire, si je suis optimiste 2. Mais ça serait quand même bien, parce que croyez-moi, surtout les scientifiques, enfin, là, ça c'est la notion, c'est au bac, quoi. Je veux dire, c'est typique du bac, et puis surtout des années d'après en fac, c'est vraiment central en chimie, ça. Donc vous me remplissez ça. La diapo d'après va vous faire un peu une sorte de tuto sur comment résoudre ce genre de problème. Donc si vous voulez, vous pouvez aussi écouter la diapo d'après, hein, mais n'allez pas plus loin. Alors, comment on réalise correctement un tableau d'avancement? Première étape, on écrit correctement l'équation de la réaction. Ne surtout pas oublier les coefficients stoichiométriques. Ne pas l'écrire trop petite, cette équation, puisqu'en dessous, vous allez faire un tableau, hein. Je vous renvoie là, regardez, hein. L'équation est écrite en gros pour pouvoir écrire un tableau en dessous, propre. Ensuite, vous allez noter les quantités de matière qui sont présentes à l'état initial en mol. Okay, pour certaines substances qui sont largement en excès, vous verrez comme l'eau par exemple, quand des fois l'eau intervient, hein, on met juste une croix, parce qu'il y a tellement d'eau qu'on sait déjà que ça ne va pas être lui le réactif limitant. Mais la plupart du temps, il faudra quand même noter les quantités présentes à l'état initial. Ensuite, vous allez remplir les lignes d'avancement X et l'état maximal, hein, juste en écrivant combien il en restera à ce niveau-là. Et ensuite, vous allez devoir résoudre le problème de quel est le réactif limitant. Donc, vous allez devoir trouver parmi les réactifs lequel est le réactif limitant en calculant la valeur de X max dans chaque cas. La plus petite valeur que vous allez trouver va désigner le réactif limitant. Ok? Donc, je vous laisse revenir au tableau d'avant, remplir, et pourquoi pas essayer de trouver quel est le réactif limitant et d'écouter la correction que je vous propose juste après. Pour l'avancement x, vous avez donc 1,4 fois 10 puissance 4, hein, la quantité est présente à l'état initial, moins x, parce qu'il n'y a pas de coefficient devant. Hein. Ensuite, pour le dichlore, 2,4 fois 10 puissance 4, moins 2x, à cause du 2 qui est devant. Hein. Chaque fois, chaque réaction, il y en a 2 qui disparaissent. Pour l'acide chlorhydrique, 4x, puisque à chaque fois que la réaction a lieu, ce sont 4 molécules qui apparaissent. Pour ce qui est du carbone, pas de chiffre devant, donc juste x. Et donc l'état maximal, c'est la même chose, sauf qu'à la place de x, c'est x max. Ensuite, on va donc devoir cette fois-ci déterminer quel est le réactif présent, enfin quel est le réactif limitant. Si c'est CH4 le réactif limitant, hein, vous reprenez la case d'avant, ça donnait 1,4 fois 10 puissance 4 moins x max égale 0. Ça donne donc un x max qui est égal à 1,4 fois 10 puissance 4 mol. Pour ce qui est du dichlore, hein, ça donne 2,4 fois 10 puissance 4 moins 2x max, ça donne un x max de 1,2 fois 10 puissance 4. C'est le dichlore qui donne la valeur la plus petite, c'est donc lui le réactif limitant, et on sait maintenant que x max est égal à 1,2 fois 10 puissance 4. Il n'y a plus qu'à remplacer dans chaque case, et on trouve que pour le méthane, il reste 1,4 10 puissance 4 moins 1,2 10 puissance 4, ce qui donne 0,2 fois 10 puissance 4 mol, soit 2 10 puissance 3 mol. Pour ce qui est du dichlore, plus rien. Pour ce qui est de l'acide chlorhydrique, il y a juste à faire le 4 fois 1,2 fois 10 puissance 4 pour trouver 4,8 fois 10 puissance 4. Et pour le carbone, 1,2 fois 10 puissance 4. Alors maintenant, je voudrais vous appliquer ça à un cas concret, c'est-à-dire que bien souvent, vous allez voir, vous allez faire une synthèse, vous allez synthétiser une nouvelle espèce, et vous avez à la fin besoin de savoir quelle quantité de cette espèce vous avez. Pour savoir quelle quantité de cette espèce vous avez, vous allez devoir faire un dosage aussi. On appelle ça aussi des fois un titrage, vous verrez la différence entre les deux termes plus tard. Et pour ça, vous allez en fait utiliser une transformation chimique qui va vous permettre de déterminer la quantité qu'il y avait à l'état initial. Je vous donne un exemple ici. Hein. Vous avez fait une réaction qui vous a créé cet ion-là, H3O+, hein, qui est responsable de l'acidité. Et en fait, pour déterminer quelle quantité vous en aviez au début, vous avez une réaction qui est très simple, c'est que si vous mélangez cet acide avec la soude pure, OH-, cette réaction donne de l'eau. Imaginons que vous en aviez 10 des molécules d'H3O+ au début. Vous n'avez pas du tout de molécules de H- au début. Ce qui va se passer, vous allez voir, le montage est très simple. Vous allez rajouter goutte à goutte de l'OH-, de la soude pure, pour faire en sorte qu'en fait, en permanence, le réactif limitant, ça soit la soude. À chaque goutte ajoutée, vous avez un petit peu d'H3O+ qui va réagir, mais la réaction va tout de suite s'arrêter parce que vous n'avez pas amené assez de soude. Donc, quand on regarde l'avancement, hein, si on arrive à un certain avancement x, vous vous retrouvez avec 10 moins x molécules d'H3O+, et toujours pas de molécules de soude. Okay, et donc, il y a un moment, l'état maximal, c'est le moment où la goutte de soude que vous allez rajouter va consommer les dernières molécules d'H3O+. Donc votre état final, votre état maximal, là, il n'y aura plus rien. Je vous ai dit que cet H3O+ était responsable de l'acidité, c'est-à-dire que quand on mesure le pH,
vous allez avoir un pH très acide. Et là, vous voyez que petit à petit, cette quantité-là d'acide va diminuer. Donc, le pH va progressivement se rapprocher de 7. Ok? Parce que très acide, c'est un pH de 1 par exemple, et moins c'est acide, plus ça va se rapprocher de 7. Et à la fin, vous n'aurez ni acide ni soude, vous n'aurez plus que de l'eau. Donc votre pH sera de 7. Au moment, et donc la manip est très simple, hein, vous avez donc un bécher avec votre solution, là, avec votre acide, vous placez votre pH mètre qui va mesurer le pH en direct, et vous allez rajouter goutte à goutte de la soude. Et vous allez voir le pH qui progressivement va réaugmenter. Et il y a un moment, vous allez ajouter une goutte d'OH- qui va faire paf, pH égale à 7. À partir de ce moment-là, vous pouvez arrêter immédiatement. Vous savez quelle est la quantité précise de soude que vous avez rajoutée. Le calcul sera très simple, je laisse l'année prochaine les profs vous expliquer ça, mais vous saurez précisément quelle quantité de OH- vous avez apporté. Donc vous connaîtrez la valeur du Xmax, donc vous pourrez en déduire la quantité d'acide que vous aviez à l'origine. Voilà comment vous allez faire. Ce sont des manips qui sont vraiment extrêmement sympas. Vous allez voir, hein, c'est vraiment de la manipulation et vous allez voir, ça va aller très loin. Vous allez calculer des rendements de synthèse, vous allez synthétiser des espèces très diverses. Non, vraiment sympa. Et en plus, voilà, il y a tout un tas de techniques qui viennent s'y rajouter. Là, vous allez vraiment rentrer dans le cœur de la chimie expérimentale qui donne vraiment des manips sympas. C'est pour ça aussi que les activités expérimentales en première et en terminale sont sensiblement plus longues qu'en seconde, parce que vous allez faire des activités beaucoup plus fournies. Voilà pour l'exemple. Si vous l'avez compris, tant mieux. Si vous ne l'avez pas compris, c'est pas très grave, hein. Je vous dis, vous ferez ça l'année prochaine. Voilà pour ce gros morceau. Je sais que la vidéo sera longue vu la complexité de cette nouvelle notion, hein. N'hésitez pas à la regarder autant de fois que vous voulez, même si là aussi mon optimisme a des limites. En tout cas, vous avez un questionnaire à répondre, hein, vous avez le lien sur Pronote et en descriptif de la vidéo. Faites ça correctement, hein, c'est noté, donc vous retrouverez la note à la fin de la semaine sur Pronote. Moi, en attendant, je vous dis bonne semaine. N'hésitez pas à m'écrire surtout si vous avez des questions et je vous dis à la semaine prochaine.